pour dire non au silence. Les Juifs de Provence victimes du nazisme. Troisième partie, suite et fin. Les mesures de déportation des Juifs vers les camps nazis de 1943 à 1944. Le départ vers les camps. La tragédie se précise. Je voudrais vous demander, parce que j'ai de la famille qui a été déportée donc le 23 janvier dans les vieux quartiers, et j'ai toujours entendu dire qu'ils étaient allés au camp de Fréjus. J'ai eu un cousin qui d'ailleurs s'est échappé, sa femme et sa belle famille ont été déportés du camp de Fréjus. Or vous ne l'avez pas mentionné. On a envoyé à Fréjus, et l'autre partie on a vu arriver au Beaumet. Je voudrais dire au stade où nous en sommes, au niveau de cette discussion, qu'il s'agit de comprendre qu'il y a plusieurs cas différents. Le cas de monsieur est parti d'abord du camp d'Émile au départ, comme vous l'avez vu. Il s'est trouvé à la prison des Baumettes. Il a donc un cas particulier par rapport à d'autres. Non, c'est le même cas. Le 23 janvier, il se trouve à la prison des Baumettes et il a vu d'autres gens arriver ensuite à la suite de l'histoire du Vieux-Port. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément d'arrestations au mois de le 22, dans la nuit du 22 au 23 janvier. Bon, voilà. Il n'est pas certain que tout le monde soit allé aux Baumettes. Plusieurs sont allés à la prison de Saint-Pierre aussi. Ils ont fait une razzia de toutes les femmes juives là-bas. Ils les ont mis à la prison de Saint-Pierre, parce que moi, j'étais âgée de 11 ans, et ma mère, elle avait, tout le Marseillais le savait, elle avait ses économies dans son corset. Et quand elle est sortie, qu'on a vu qu'on la prenait, elle a donné le corset à quelqu'un, et qu'on a eu de la chance, qui est venu nous le rapporter, où il y avait donc, on a vécu pendant la guerre, des pièces d'or qu'on a mangées. Et elle avait gardé les cartes d'alimentation, elle avait tout gardé. Alors il fallait bien qu'on mange, nous. Elle avait tout. Je suis allée à la prison de Saint-Pierre. C'était des Français. Les Allemands, il n'y en avait pas beaucoup. Pour partir, pour y aller, ils nous ont fait passer l'Inquisition. Moi, que j'étais méchante petite, je ne me laissais pas faire, que maintenant j'ai peur de tout, mais avant, personne. Je ne peux pas. Quand j'entends parler de déportation, de camp de déportation de Compiègne, ou le camp de déportation des Mides, ou le camp de déportation de Drancy, le terme est absolument faux, car c'était des camps d'internement, et quand, je vous en parlerai tout à l'heure, je compare ma vie à Drancy ou à Marseille, à Saint-Pierre, et la déportation, c'était un paradis. On ne peut pas comparer le sort d'un homme de Drancy ou de Compiègne avec ce que nous allons connaître dans un instant. La déportation n'était pas seulement la souffrance physique, c'était une destruction de l'âme. Et je vais vous en parler, vous le verrez comment cela était parfaitement bien organisé. Quand nous étions à Drancy, je passe vite sur la prison de Marseille, vous parliez même de Saint-Pierre, il n'était pas possible de faire entrer un paquet. J'y ai passé un certain temps et personne n'a reçu des paquets que quelques collaborateurs ou quelques... J'ai pas dit des paquets, je suis allée chercher les papiers. Oui, et vous avez eu beaucoup de chance de ne pas être arrêté et de ne pas avoir été mis en prison immédiatement, comme je l'ai vu, un fils aller réclamer sa mère et être mis en prison immédiatement à son tour. Bon, les duretés de l'emprisonnement à Saint-Pierre étaient très grandes, évidemment, mais n'ont aucun rapport avec ce que vous allez voir. Et pourtant, personnellement, j'ai été fusillé à Saint-Pierre. Fusillé, c'est-à-dire que j'ai été mis au pied d'un mur. Les soldats allemands sont venus un peu le temps d'exécution. Ont voulu me bander les yeux. J'ai refusé parce que, pas par courage, mais ça n'avait plus de sens. Et on a tiré, on m'a fusillé, et c'était à blanc. Enfin, pour moi, j'étais fusillé. Quand j'entends les coups de la décharge partir, c'est comme si j'étais fusillé. Donc on arrive en Drancy, je passe vite sur Drancy, c'était encore, je vous dis, pratiquement le paradis avec ceux qui va nous attendre plus tard. On ne recevait pas de colis à Drancy, quelques-uns très rares, très rares, en particulier une minute. Il y en avait qui ont reçu, j'ai connu la famille Blum de la rue Paradis, qui en recevait par le joint.
Quelques personnes recevaient des colis, mais c'était l'exception. La plupart des gens souffraient. Non, ne m'interrompez pas, je reviendrai. Ça n'a pas grande importance. Hein. Le sort des Juifs ne tenait pas un colis, et ce n'était pas ça le grand problème. Nous pouvions subir la faim et le froid de Drancy ou de Compiègne. Si ce n'avait été que ça, c'était rien. Déjà, à Drancy, nous attendions quelque chose que nous ne connaissions pas. Aussi, les Juifs appelaient-ils le voyage vers lequel nous devions aller, le pays vers lequel nous devions aller, Pitchepoy. Retenez le mot parce qu'il était courant hein, dans Drancy de parler de Pitchepoy, ça veut dire le pays inconnu en polonais, je crois. En polonais ou en judéo ou en yiddish. C'était le pays où on irait travailler. Les Allemands avaient bien masqué la chose. Ce qui était terrible, c'est que ceux qui partaient en déportation, et moi le premier, nous savions que nous allions baver, que nous allions souffrir, que nous allions voir un sort terrible, mais quel était le véritable sort qui nous était réservé? Personne ne l'ignorait. À tel point que les Allemands avaient tellement bien mené la partie pour eux. Pourtant, j'étais résistant et je m'attendais à des choses bien pires. Mais on nous disait que nous irions travailler dans des usines, et même des usines de confiture, c'est pas des usines des confitures, des industries de confiture. Et on recevait même des lettres, c'était bien arrangé, hein, de gens qui se trouvaient en Allemagne et qui disaient, ma chère Ida, je suis en Allemagne, je travaille dans une usine, je suis bien nourri, bien logé, c'est dur, mais enfin, vous voyez, pour tromper les esprits. Arrivons vite au point le plus essentiel plutôt. Nous sommes embarqués tous, après un contrôle plus ou moins rapide, pour partir à Auschwitz. Ou en déportation. Là, le fameux Müller était au contrôle et à une vitesse folle, bien entendu. Les gens étaient choisis. Quelques-uns arrivaient à passer à travers la première déportation, mais à la deuxième ou à la troisième, ils partaient quand même. Alors nous étions, vous le savez, entassés dans des wagons, c'était énorme, les gens étaient déjà, on commençait à connaître la nouvelle atmosphère. Dans ces wagons, il y avait de la chaux par terre, et ça, c'est terrible. Du chlorure de chaux par terre pour que les gens qui urinent ne soient pas trop infectés. Mais alors, en ce moment-là, l'urine faisait dégager du chlore et on avait des émanations de chlore qui étaient terribles. Et j'ai vu mourir dans le wagon de ces émanations. Pas d'air, juste une petite planchette pour cacher le hublot. Et nous avons roulé comme ça à peu près 2 jours en passant dans des gares que nous ignorions et qu'on ne pouvait pas voir d'ailleurs. Et une chose m'avait déjà frappé. Quand nous arrivions tout près d'Auschwitz, bien entendu, les scènes de délire dans le wagon, on vous les a décrites. Les déportés avaient faim, pleuraient, criaient. Quelques-uns essayaient de casser les portes. Enfin, tout ça était des petits détails qui n'avaient pas eu de grands résultats. J'avais remarqué à travers les fentes du wagon des hommes habillés comme des bagnards. Je les regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Personne ne levait la tête, personne ne regardait. Il y avait déjà une atmosphère de terreur qui m'avait frappé. Et je n'étais qu'à un quart d'heure d'Auschwitz lorsque un Allemand, passant à travers le wagon par l'extérieur plutôt, m'a demandé ma montre. Et m'a dit, voilà, il me donne un demi-pain, une demi-miche de pain si je lui donnais ma montre. Je lui ai dit non, nous étions un peu nombreux, j'ai dit donne-moi une miche entière. Il a repris, il m'a dit tu verras dans un quart d'heure, tu n'auras plus besoin de ta montre. Bon, nous arrivons à Auschwitz, là l'enfer commence. Et les convois s'ébranlaient. Vers où? Quels sont ces camps qui ont offert le cadre sinistre de la déportation des Juifs de Provence? Là, les avis peuvent diverger. Mais si l'on lit le mémorial de la déportation de Klarsberg, il est prouvé que tous les Juifs de Marseille, français, sont tous morts au camp de concentration de Sobibor, en Pologne. Ça, c'est prouvé. Non, je parle de la rafle de 22 janvier 1943, attention. Hein. Je parle de tous les séfarades, les Juifs qui ont été raflés le 22 janvier 1943 à Marseille, sont tous morts, d'après le mémorial, dans le camp de Sobibor, en Pologne. Moi, j'ai mon frère qui a été déporté dans la nuit du 22 au 23 janvier 1943,
et il a été déporté à Majdanek et à Treblinka, Majdanek, et ils ont même pas séjourné dans le camp puisqu'ils ont été gazés immédiatement. Durant ces événements, quelle était l'attitude des Français non-juifs, témoins de ce qui devait devenir un véritable génocide? Et, en premier lieu, quel fut le rôle de la presse française? La presse, à l'époque, était dirigée par des journaux de droite. C'était Candide, c'était Je suis partout, c'était Gringoire, qui, bien entendu, étaient des journaux tellement antisémites, tellement provocateurs, que la population, bien entendu, se trouvait facilement influencée par ces journaux. C'était déplorable de lire des journaux comme L'Intransigeant, et j'en passe encore. Hein. Il n'y avait pas de journaux qui étaient en mesure de nous être favorables. Au sujet de la presse, on a parlé de la presse nationale, mais parlons de la presse marseillaise. Nous avions ici une bande de gangsters journalistes dont M. Bourajas était président-directeur général du Petit Marseillais. Le Petit Marseillais, c'était le journal de droite qui a régné pendant toute l'occupation. Il y avait également Marseille Matin, il ne faut pas oublier Marseille Matin. Le Petit Provençal, dont on a dit par la suite qu'il n'avait pas collaboré de la même façon, mais enfin, il est certain qu'à cette époque-là, il était pareil que les autres. Il y avait donc ces journaux, et il ne faut pas oublier qu'à Marseille, il y avait, à un moment donné, il y a eu un maire qui s'appelait Simon Sabiani. Simon Sabiani, qui, il ne faut pas l'oublier, pardon. Non. Oui, mais enfin, il a été nommé, Si, il n'était pas maire, mais il était un administrateur municipal. Enfin, il était nommé par Vichy. Alors, il était lié de très près à la bande de Carbone et de Spirito, qui étaient des gens du milieu marseillais. Il ne faut pas oublier que le milieu marseillais, d'après les historiens, et là, je me réfère à l'histoire de Marseille sous l'occupation, qui a été écrite par des Marseillais non-juifs. Le milieu marseillais s'est divisé en deux tendances. Il y avait Sabiani et politiciens, Carbone et Spirito, qui étaient les gens qui d'ailleurs avaient organisé avec d'autres fascistes la cueillette des Juifs moyennant finance, parce qu'il y a eu toute une organisation antisémitique où des gens allaient cueillir des Juifs et toucher des primes. Un tel climat entretenu par une presse hargneuse ne pouvait que favoriser l'une des armes utilisées le plus fréquemment par les nazis et les hommes de Vichy, la délation. Ce que je voulais dire, et c'était une chose que Edmond tout à l'heure dans son exposé a omis, c'est que le gouvernement de Vichy de l'époque à ce moment-là faisait appel à la délation. Et que la plupart des Juifs ont été dénoncés, la plupart par des Français. Et que si c'était que la Gestapo, les Juifs, ils s'en seraient tirés. Voilà. Et on a encouragé et on a facilité la délation. On a encouragé la délation. C'est ça qu'il faut surtout pas oublier. C'est ça. Alors moi-même, n'est-ce pas, j'étais à Montluc, n'est-ce pas, à Montluc. Alors j'ai assisté, n'est-ce pas, quand chaque, n'est-ce pas, délateur a touché 5 000 francs. Oui, nous parlons de délation. J'ai 5 membres de ma famille qui ont été déportés, en particulier un oncle, une tante et un cousin qui ont été arrêtés une première fois, et puis mon père qui a été arrêté plus tard. Mais nous habitions le quartier de l'Estac, qui est à 11 km de Marseille, qui est un petit quartier ouvrier, où nous n'étions que 3 familles juives. Eh bien, nous avons fait comme tous les juifs la déclaration à la préfecture de police, la carte d'identité avec le tampon juif. Nous avons eu des peurs, des rafles, nous sommes cachés, nous sommes enfuis à travers les collines lorsqu'on entendait parler de rafles. Mais un jour, c'était le 30 décembre 1943, la Gestapo est venue arrêter mon oncle. Il n'a trouvé personne, il n'a trouvé que l'oncle tout seul, ni sa femme ni ses gosses.
Il a demandé où étaient la femme et les enfants. Elle a dit, je ne sais pas du tout, ils sont partis, je ne sais pas du tout où ils sont. À ce moment-là, la fillette de 10 ans est rentrée. Elle a dit, mais moi je sais très bien où ils sont chez mon oncle, ils sont chez ma tante. Elle a amené ces gars de la Gestapo française, c'était des Français je pense, elle les a amenés chez nous, chez mes parents, où ils ont regardé les cartes d'identité. Puis ils les ont amenés chez l'oncle Isaac, qui habitait à 500 mètres de là où se trouvaient sa mère et son frère. La Gestapo a emporté la maman, le fils de 15 ans et le père, mais ne s'est absolument pas occupé ni de ma famille, ni de la famille de l'oncle Isaac, qui pourtant sont des juifs. Donc si ça avait été une véritable rafle, ils auraient emporté tout le monde. Et au mois d'avril 1944, on est revenu, à l'Estac, 3 hommes sont venus, j'étais là, et ils venaient pour nous arrêter. C'était en avril 1944, donc 4 mois après. Comme mon père n'était pas là, ils en ont profité pour fouiller la maison, ils ont trouvé une mallette dans laquelle il y avait absolument tout ce que mon père possédait, en argent, en titres, etc. Ils sont repartis en emportant cette mallette, en disant on va aller à la police, mais nous reviendrons vous voir, mais nous les avons jamais revus. Ou plus exactement, nous les avons peut-être revus, je ne sais pas, parce qu'au mois de juillet 1944, le 18 juillet 1944, la Gestapo est revenue chez nous. Est-ce que c'était les mêmes? Est-ce que tu te souviens des premiers? C'était les mêmes? Non. Ah, voilà. La Gestapo est revenue, moi je n'étais pas là, il y avait mon père, ma mère, Bertoune, qui est là, et ma deuxième sœur, Judith. Judith a pu s'enfuir par une porte de derrière, et la Gestapo a emporté mon père, ma mère et Bertoune. Là, malheureusement, le Mazal, mon père est parti le 18 juillet vers Drancy, et malheureusement, Auschwitz. Et 12 jours plus tard, ma mère et Bertoune sont partis dans un deuxième convoi vers Drancy. Elles ont eu la chance vraiment, le miracle, que le train a été libéré par la résistance et elles s'en sont tirées toutes les deux. Mais pourquoi sont-ils venus en avril? Pourquoi sont-ils venus en décembre seulement et en juillet 1944 seulement? Pourquoi est-ce que l'oncle Isaac n'a jamais été touché, qu'il n'a jamais été inquiété? Mais certainement parce que nous avons été dénoncés, parce que c'était la délation, rien d'autre. Ce que je voulais dire, moi, c'est que dans la voiture, il me disait « Donne-moi d'autres noms, donne-moi ». Et papa me disait « Temato, non digas nada ». Et il cherchait à avoir d'autres noms. Et c'était des Français, ça je m'en souviens très bien. Moi je voudrais signaler que la radio de Londres avait prévenu que dans un lycée de Marseille, un professeur donnait les enfants juifs. Tu veux dire il les trahissait? C'est-à-dire donner les noms des enfants, les dénoncer aux Allemands, et en particulier un certain professeur de couture qui avait des élèves donc depuis le plus jeune âge et qui subitement se mettait à donner les noms de ces jeunes enfants qu'elle connaissait très bien pour les livrer dans les camps de concentration. Alors ça c'est... Oui, c'était entre fin 43, début 44. Il y avait un ministre qui s'appelait Mandel, qui demandait à tous les Français que n'importe qui avait commis la moindre parole contre le gouvernement, il fallait les dénoncer. Alors il suffisait qu'un voisin sache que vous étiez de nationalité israélite, que vous étiez de confession israélite, immédiatement on vous dénonçait, on venait vous chercher et on vous enlevait de chez vous. Alors il y a des personnes qui semblent se souvenir que ce ministre n'était pas Georges Mandel. Monsieur Aben. Georges Mandel était un ministre de gauche, parce qu'à l'époque, c'est comme maintenant, il fallait toujours distinguer les gauches et les droites. Et Georges Mandel était un juif qui a été assassiné bien avant-guerre, même je crois, pendant la guerre, voilà. Oui. 44. Hein? 44, comme Janzé, voilà, comme Janzé qui était ministre de l'Éducation, voilà, qui a été assassiné aussi comme juif, bien entendu.
Pourtant, des Français non juifs se sont levés pour dire non à la délation et à la haine aveugle, et pour tendre la main de la solidarité humaine. Quoique, dans la faculté, on a beaucoup parlé des Français qui ne nous avaient pas aidés, mais il y en avait beaucoup qui nous ont aidés. Moi, j'ai été averti à plusieurs reprises que j'étais déjà fiché et que j'allais être arrêté. Lorsque les armées alliées commençaient à progresser partout pour qu'il y ait un changement, il a fallu que la résistance s'organise. En fin 43, début 44, il a fallu qu'il y ait des succès militaires des armées alliées pour que la population commence à changer. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes trouvés avec des amis, nous nous sommes trouvés avec des soutiens. Nous avons trouvé autour de nous, je dirais, un auditoire. Mais avant, et nous ne l'oublierons jamais, nous avons trouvé des portes fermées, nous avons trouvé des oreilles fermées. Mais naturellement, je dois toujours, et les exceptions confirment la règle, rendre hommage à tous ceux qui, dans cet ensemble de portes fermées, dans cet ensemble d'oreilles fermées, quelques-uns ont ouvert les oreilles, quelques-uns ont ouvert les portes. Cela, nous le méritons, et cela, nous ne les oublierons pas parce que ce sont eux qui ont prouvé qu'il y avait quand même un fond d'humanité dans une certaine partie de la société. Mais la société prise dans son ensemble, eh bien la société prise dans son ensemble, c'était Vie Pétain, Maréchal Nous Voilà, c'était pas autre chose. Et nous étions pris comme dans une souricière dont nous ne pouvions pas sortir. Voilà donc ce que j'avais à dire pour cette époque. Dans la tourmente ainsi créée, certains juifs eux-mêmes, pour sauver leur vie, ont tenté de pactiser avec le régime de Vichy ou l'occupant lui-même. Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce qu'il y a eu des juifs qui ont essayé de pactiser avec les représentants de Vichy? Est-ce que... Oui, il y a des avis contradictoires. Non, j'ai entendu, je ne peux pas préciser que des juifs ont été donnés par un juif de Marseille. Maintenant, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? C'est un commerçant de la ville de Marseille qui me l'a dit. Et même il m'a ajouté comment, vous ne le savez pas, tout le monde est au courant. Alors ça, je ne peux pas préciser. Ça. Moi, ce que je vais te donner, c'est Hérouville. Ce que je peux donner, mais c'est pas un témoignage marseillais, puisque je n'étais pas à Marseille, j'étais à Lyon. Mais ce que je peux dire, c'est dans la suite de ce qui vient de dire, les Juifs ont pactisé et ont formé déjà un noyau de résistance. Moi, c'était à Lyon, et ont pratiquement mis dans leur poche certains commissaires de quartier pour essayer de faire en sorte que déjà, eh bien, on puisse faire. C'était pas de la résistance encore, mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les déclarations de Juifs qui ont été faites en juillet 41, c'est-à-dire tout de suite après le décret, ont été enregistrées, c'est-à-dire tous les gens avaient un petit papier, enfin moi je l'ai su, c'est un papier qui circule et que j'ai recueilli à la maison. Mon père avait ce papier parce que si jamais il y avait quelque chose, il avait ce papier, mais les listes n'ont jamais été données aux Allemands. Dans le commissariat du quartier de Bellecour, les listes n'ont jamais été données. Les gens étaient enregistrés, mais les listes, alors c'était déjà un début. Ils ont pactisé, ils ont sympathisé, mais pour avoir un certain résultat. Ça, je peux vous dire, à Lyon, ça s'était déjà fait. C'est en 43. Non, en 41 À déjà. quelle date Fin 41 déjà. Le fameux docteur Lévy que j'ai connu donnait ici à Marseille des Juifs pour être libérés jusqu'au jour où la Gestapo leur a dit tu vas suivre le sort de ces Juifs, et il a été à Drancy avec nous. À Drancy, il a été gardé parce qu'on craignait qu'on le tue. Et quand il est arrivé à Birkenau avec moi, dans le même convoi, il a été massacré à petit feu. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas tué le premier jour, ils l'ont tué avec les Allemands d'accord sur 2-3 jours.